Nous avons sur ce plateau l'ingénieur Ntingi Pouloulou. Bonsoir ingénieur Ntingi. Bonsoir messieurs les journalistes. Voilà, avec lui, nous aurons alors analysé quelques questions d'actualité. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a ouvert ses travaux ce jour du samedi 29 novembre 2014 au Sénégal, très précisément à la capitale, Dakar, où plusieurs discours ont été prononcés. D'abord le discours du président sénégalais Macky Sall et finalement le discours du président Joseph Kabila, président en exercice alors jusque-là de l'Organisation internationale de la francophonie, Joseph Kabila. Et aussi, nous devons signaler du discours du président français François Hollande. Suivant, et nous allons revenir. L'ouverture du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a eu lieu ce samedi 29 novembre 2014 au Dakar, capitale sénégalaise. 31 des chefs d'État et plusieurs ministres de la francophonie ont rehaussé de leur présence ce sommet. Parmi les présences remarquables, c'est aussi celle du président sortant de l'Organisation internationale de la francophonie et président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Après la réception de ses homologues et après plusieurs scénettes jouées par l'organisation, ces travaux ont été ouverts par le discours du chef de l'État sénégalais et président entrant de la francophonie, Macky Sall, qui a salué les valeurs prônées par l'Organisation internationale de la francophonie et les efforts distinctifs fournis par le sortant secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, qui, la salle qui abrite ce sommet, a été baptisée en son nom. Après Macky Sall, il a été le tour du président sortant de l'Organisation internationale de la francophonie, Joseph Kabila, de parler de la promotion des valeurs qu'incarne l'organisation pour le développement des pays membres. 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pairs, chefs d'État et de gouvernement venus de 4 coins du monde et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte de pèlerinage. Il faudra rappeler que ce 15e sommet s'organise autour du thème « Femmes et jeunesse, acteurs de paix et vecteurs du développement ». Le discours de François Hollande, président français, lors de ce premier jour du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est également centré sur la problématique de révision constitutionnelle par les pays membres de l'organisation et les appels à se servir de l'exemple du Burkina Faso. Contre cela, la France s'opposera à toute tentative de la révision constitutionnelle. Suivant. Et l'amour de la langue française. Ce qui s'est passé au Burkina Faso doit servir d'exemple pour les chefs d'État qui veulent torpiller leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Contre cela, la France, mon pays, et l'Organisation internationale de la francophonie s'opposeront contre toute initiative de révision constitutionnelle. Tels sont les propos du président français François Hollande dans son discours de la première journée du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des ordres constitutionnels et de l'aspiration des peuples, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant francophones, de tous les peuples, à des élections libres. Et c'est ce qui vient de s'accomplir en Tunisie et qui est une belle illustration, que ce soit dans un pays francophone, qu'il y ait pu y avoir la réussite d'un pays du printemps arabe. Cet accomplissement, cette transition doit également servir de leçon. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie.
Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile. Il a également évoqué la question du virus d'Ebola en Afrique et également la question du développement. Après quinzaine de discours de plusieurs présidents membres de l'organisation, cette journée a été clôturée par le discours du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais, qui a su remercier le président Macky Sall, tout en rendant hommage à l'ancien président Léopold Sédar Senghor. L'ingénieur Nsingui, vous avez suivi le 15e sommet, l'ouverture de travaux du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar, capitale sénégalaise. Aujourd'hui, la journée a été marquée par les différents discours, quinzaine au total. Alors, la francophonie, d'abord la francophonie, quel espoir, en tout cas, surtout pour les pays africains. Actuellement, la francophonie commence à donner de l'idée normale aux peuples africains. Ce que j'ai aimé, que chaque chef de l'État, chaque président a parlé dans l'essence de la démocratie. Ça, j'ai aimé. Beaucoup de discours, différents propos, mais ils ont tourné sur la démocratie, la paix et le développement. C'est ça ce que j'ai retenu. Et puis le président de la République, Joseph Kabila, a soulevé, il a rappelé l'ordre du jour qui est de femmes et jeunesse, porteurs du développement. Ça, je crois que... Ça, c'est le thème même du sommet. Effectivement. Parce que le sommet s'organise sous le thème femmes et jeunesse, acteurs de la paix et vecteurs de développement. Oui, oui. Mais ils sont encore au niveau des slogans. Même la francophonie n'a pas encore de bases solides. Vous savez, quand on parle de développement, on commence à croire que le développement, c'est un slogan. Non. Le problème de l'Afrique n'est pas connu d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. J'ai voulu un document en 1986, 1990, il s'est tenu un sommet à l'Addis Abeba, à l'Éthiopie. Le livre est intitulé « Programme prioritaire de redressement économique de l'Afrique ». Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos du développement? L'expérience montre qu'aucun pays n'a connu de percées économiques sans la création d'une base minimum en matière de sciences et technologies. Les mesures suivantes ont été préconisées pour ce faire. Ils ont dit quoi? Chaque pays africain devait réévaluer son programme national en matière de sciences et technologies pour renforcer et rendre conforme ses objectifs à ses priorités de développement national. Mais justement, parce que le problème se pose surtout au niveau de la gestion des États, la démocratie en souffrance. J'arrive. Lorsque on voudrait rester pendant longtemps au pouvoir. J'arrive. Vous savez, les États sont déjà gérés. Il y a un chef de l'État, un président de la République, il y a un gouvernement, il y a tout ce qui est la forme de l'État existe. Mais on souligne bien, qu'est-ce qu'il demande? Les gouvernements devraient adopter la politique et des mesures d'incitation nécessaires à la participation des nationaux au capital social et à la gestion des entreprises industrielles. Le cas de la République démocratique du Congo, vous prenez Bukangalonzo, vous donnez à qui? Ce n'est pas au peuple congolais que vous donnez. Ça, c'est la faute des capitaux. Vous prenez l'hôpital cinquantenaire, qui gère ça? C'est la faute des capitaux. C'est ça ce qu'on vous reproche. Donc, le développement ne peut pas être un slogan. Nous sommes là. Un ingénieur est là pour l'étude. Nous sommes là pour l'étude. Élaborer, concevoir des projets industriels. Qu'est-ce qu'on vous recommande à la fin? On dit ceci, l'accent devrait être mis sur l'enseignement des sciences et de la technologie, sur la formation et les infrastructures nécessaires telles que les laboratoires, usines, pilotes des centres expérimentaux. D'accord. Les recherches scientifiques au Congo, même si on vous nomme ministre des recherches scientifiques, c'est comme si on vous a emprisonné, c'est comme si on vous a rien donné. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Il y a l'autre question qui a été largement évoquée ou sérieusement évoquée par le président français, c'est le refus de voir alors les présidents africains torpiller leur constitution. Il refuse et la France ne va pas cautionner des démarches pareilles.
Alors, nous pensons que c'est parce que la démocratie est en souffrance, le développement également doit être en souffrance. Maintenant, l'appel est là pour le respect des constitutions. Bon, oui, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la francophonie, c'est vraiment l'espace de la démocratie. Ils sont en train d'aller dans ce sens-là, que la francophonie devient l'espace de la démocratie. La démocratie signifie le droit de vote, le respect des institutions de l'État, le respect des droits des humains. Tout ça, ça fait partie de la démocratie. Et maintenant, ce que j'ai aimé et ce que je ne comprends pas, à la fin du discours de François Hollande, il a dit quelque chose. De transformer la francophonie au tribunal international francophone. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il dit ceci. Le peuple qui sera marginalisé, piétiné dans ses droits démocratiques, il trouvera ici le refuge. Donc la francophonie. Mais c'est pas très mal, c'est très bien. Au contraire, lorsque oui, l'organisation doit finalement s'organiser pour avoir une instance, n'est-ce pas, auprès de laquelle un État et membre peut poser les problèmes et avoir des solutions. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, ce n'était pas ça l'esprit de la francophonie. Mais aujourd'hui, ils ont évolué plus loin et le président français a souligné qu'ils viendront en aide, au secours des peuples qui seront marginalisés. Et ce que je me demande comme question maintenant, est-ce que la francophonie a des États efficaces financièrement et militairement pour que si un président s'est rébellé pour se maintenir au pouvoir, que la francophonie viendra au secours de ces peuples? Voilà l'importance alors de cette instance-là. On va revenir. Blaise Compaoré pourrait être sous le coup de la poursuite judiciaire sur l'affaire assassinat Thomas Sankara. Réfugié au Maroc, Blaise Compaoré devra un jour être extradé vers le Burkina Faso pour son jugement, a fait savoir au public l'actuel Premier ministre Isaac Zida. Suivant son commentaire. Dans notre constitution, mais un mandat renouvelable une fois, mais un mandat... Après avoir fui le pays depuis le 31 octobre, à la suite de la manifestation de la population contre la révision constitutionnelle, Blaise Compaoré, ancien homme fort de Burkina Faso, est aujourd'hui exposé à toute poursuite de la justice. Selon l'actuel Premier ministre, celui-là qui était le numéro 1 de la garde présidentielle de Blaise Compaoré, Isaac Zida, le procès de Thomas Sankara devra être rouvert afin de tirer toute la lumière sur son assassinat. Par conséquent, toute personne impliquée dans ce dossier devra répondre devant la justice. Allusion également faite à Blaise Compaoré, ancien compagnon de lutte de Thomas Sankara, soupçonné d'être le tireur de ficelle de cet assassinat. Aujourd'hui réfugié au Maroc, Blaise Compaoré pourrait être un jour extradé vers le Burkina Faso, bien qu'aucun accord n'a jamais été signé pour se faire entre les deux pays, a bien précisé Isaac Zida. C'est ici l'occasion, selon certains observateurs, de faire comprendre au reste du monde qu'on est chef que lorsqu'on est porté comme tel par la volonté populaire, et ce qui nécessite de poser de bons actes quand on est porté en tant que tel par la population. Car le pouvoir aveugle et le pouvoir ivre. Mais tout acte qu'on pose aujourd'hui produira ses effets demain ou après-demain lorsqu'on ne sera plus au pouvoir et lorsqu'on sera un homme ordinaire comme les autres. Voilà qu'aujourd'hui Compaoré est rattrapé par l'OTAN et ce sont plus proches des gardes qui voudraient lui corriger afin d'honorer la mémoire de Thomas Sankara, celui-là qui est considéré par les Burkinabés comme un modèle de lutte contre les antivaleurs et contre la souffrance du peuple. Là, Ntingi Pouloulou, vous comprenez que c'est un exemple à suivre, à ne pas suivre, comme a bien voulu le dire François Hollande. Compaoré qui a résisté, qui a voulu bien refuser la Constitution, qui sert maintenant d'exemple pour les autres. Et voilà, l'aspect judiciaire le suit, surtout sur l'affaire Thomas Sankara. Ça signifie seulement l'homme. Vous savez, à l'école primaire, nous avons étudié la règle. La règle. La règle signifie, vous devez reconnaître vos limites. L'homme doit reconnaître ses limites. L'homme doit discipliner ses besoins. Lorsque vous êtes à la fin de votre mandat, il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Le non-respect, les non-compréhensions
de vos limites conduit à ce genre de choses. Ce qu'il faut nécessairement éviter. J'ai souvent dit, aujourd'hui nous étudions Socrate, il n'a pas laissé l'argent. Moins encore des immeubles, mais il a laissé des modèles à suivre. Pourquoi vous allez chercher à vous pérenniser? D'accord. Retombée du rapport des Nations Unies sur l'opération Likofi, le Royaume-Uni suspend malheureusement son aide à la réforme de la police nationale congolaise. Cette décision de Londres a été annoncée au gouvernement congolais par le truchement du ministère de l'Intérieur Richard Muyej via les responsables de la coopération britannique en République démocratique du Congo, membre du département for International Development. Suivant. Appréciés de l'intérieur pour avoir quasiment jugulé la barbarie de Kuluna qui ont terrorisé à un moment donné la population de Kinshasa, l'opération Likofi fait l'objet d'une grande controverse depuis la publication en octobre dernier de rapports du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme dénonçant la dérive policière qui l'a accompagnée. Ces rapports établissent à 41 au minimum le nombre de victimes des violences policières au cours de cette opération, dont 32 disparitions et 9 exécutions sommaires. Le chef du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en RDC, Scott Campbell, n'a pas survécu à son rapport. Il a été expulsé par le gouvernement congolais qualifiant de mensongère son étude. Celui-ci est demeuré ferme par rapport aux appels lui demandant de revenir sur cette décision afin que Scott Campbell retrouve son poste d'attache à Kinshasa. Pendant que le gouvernement congolais s'est vertué à démontrer le mensonge de Scott Campbell, l'ONG Human Rights Watch est venu enfoncer les clous avec un nouveau rapport le 18 novembre renvoyant à la hausse le nombre de victimes. 51 jeunes hommes et adolescents tués et 33 autres disparus. C'est le jour même que la coopération britannique a voulu avoir des précisions sur l'opération Likofi au cours d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Mongenzmons. Ses membres n'ont pas été convaincus de la version des faits donnée par ce dernier, auquel ils ont annoncé la décision, bien que non écrite selon la police nationale congolaise de leur pays, de suspendre son aide à la réforme de ses corps. Comme pour dire que l'opération Likofi continue à soulever de vagues. Alors, M. Ntingui, ce qui s'est passé au Sénégal, lorsque vous voyez la présence de l'ancien président Abdou Diouf, également de l'actuel président Macky Sall, alors, est-ce que ça ne pouvait pas, en tout cas, servir d'exemple pour d'autres pays africains aussi? C'est un bon modèle, quand même. Hein? C'est un exercice mental qui n'est pas du tout facile. Vous savez, vous prenez un monsieur qui a travaillé longtemps, il était un haut dignitaire dans un pays, il n'est plus ministre, ni premier ministre ou chef de l'État, resté chez lui, il rentre dans son village, c'est une maturité, c'est une haute maturité qu'on a vue dans la personne de Mandela. Et ce n'est pas l'habitude de tout Africain. Ça, ce sont des exemples à suivre. Mais qui doit suivre ça? Ce n'est que celui qui est préparé, préparé moralement, consciencieusement. Celui qui sait ses limites, qui reconnaît ses limites et qui sait que je serai utile si je ne suis pas au pouvoir. On va m'appeler, on va me demander qu'est-ce que tu avais fait pour résoudre tel problème. Mais celui qui pense qu'il doit rester là, eh bien, il finit comme nous savons. Surtout, les gens qui ont pérennisé leur pouvoir, ils ont fini. Nous savons l'histoire de Mobutu, nous savons ce que nous connaissons avec Blaise Compaoré et les autres. C'est ce que nous ne souhaitons plus et nous voulons que dans ces pays, qu'il y ait aussi des experts à consulter. Merci, c'est souvent l'entourage qui pose problème. Le regroupement des parlementaires de l'Équateur par le biais de son président Nicolas Kwanza remercie le Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour la réouverture de l'université de Mbandaka et la désignation d'un nouveau comité de gestion dans un délai court après leur entretien. Suivant Tiro Lukufi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé à la réouverture et à la désignation officielle du nouveau comité de gestion de l'université de Mbandaka qui sera piloté par le professeur Michel Mbambu.
Et ce, après la rencontre du chef du gouvernement Auguste Matata Ponyo et les députés nationaux originaires de l'Équateur réunis au sein du caucus REPEC. Occasion pour Nicolas Akwanza, président du caucus, de remercier le Premier ministre pour son implication afin que l'université de Mbandaka ouvre ses portes. Nous avons été étonnés d'abord par la célérité avec laquelle le chef du gouvernement a répondu à notre requête, à notre demande d'audience. Et quand nous l'avons rencontré, séance étonnante, il a fait allusion à la décision du chef de l'État qui a voulu voir la réouverture illico presto l'université de Mbandaka. Et sitôt dit, sitôt fait, il a fallu quelques heures pour que nous soyons informés de la décision prise par l'autorité gouvernementale pour qu'un comité de gestion soit nommé. Et au moment où je vous parle, le comité de gestion se trouve déjà à Mbandaka pour son installation officielle. Et ce qui nous a étonnés, c'est l'accueil qui nous a été réservé par le chef du gouvernement. En toute honnêteté scientifique, en toute honnêteté intellectuelle, nous devons lui dire nos remerciements. Nicolas Akwanza a par la même occasion appelé les originaires de l'Équateur d'en faire l'université de Mbandaka bon usage. Maintenant 3 mètres. Hein. Le syndicat SIRAP, présidé par l'ingénieur Paulo Yapai, a installé officiellement son comité ce samedi 29 novembre 2014 au marché Kato dans l'objectif de défendre les intérêts des vendeurs de son marché. Alenoka. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP a installé officiellement son comité de base au marché Kato et au marché central de Kinshasa. Et ce, au cours d'une cérémonie organisée sur l'avenue Itaga dans la commune de Kinshasa. Ces comités présidés par Papatou Yosha, d'après les présidents du SIRAP, l'ingénieur Paul Yapai, ce premier a reçu la mission de défendre les intérêts de vendeurs de ces deux marchés. En même temps, coordonner les activités syndicales pour le compte des SIRAP. Aujourd'hui, nous sommes au marché central de Kinshasa. Pratiquement, nous avons maintenant un comité de vendeurs. Parce que c'est parmi les secteurs que le SIRAP est en train de demander aussi au gouvernement de revoir les conditionnalités à laquelle les vendeurs de la République démocratique du Congo vendent. Parce que quand vous partez dans d'autres cieux, vous trouverez que les marchés sont très bien construits et les vendeurs sont dans de meilleures conditions de vie qu'ils sont en train de vendre pour la population. Parce que si les vendeurs ne sont pas dans des conditions de vie normales de construction, il sera difficile pour qu'ils puissent faire travailler, de faire fonctionner leurs activités. Or, c'est une activité qui est dans le cadre informel que l'OIT, dans sa 103e session, ils ont parlé des activités informelles que nous voulons organiser dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui au marché Kato. Le président du comité de vendeurs nouvellement installé a à son tour défini la méthodologie du travail qu'il aura à réaliser basée sur l'approche collective avec le membre de son comité pour trouver des solutions aux problèmes des vendeurs de marché Kato et marché central de Kinshasa. Mon comité des vendeurs de SIRAP, marché Kato, je viens par la présente circonstance vous remercier de la gratitude que vous avez marquée à notre égard pour notre intégration dans cette liste mouvement syndical national, les SIRAP. Mon cher le président, monsieur le président national, rassurez-vous que nous allons œuvrer ensemble et nous conformer scrupuleusement aux objectifs et statuts des SIRAP. Alors, ingénieur Nsingui, la question également des militaires de la MONUSCO impliqués dans la vente et achat des uniformes de soldats congolais. En tout cas, ça donne une mauvaise image à la MONUSCO.
Bon, il reste maintenant à l'enquête de pouvoir le reconfirmer. Vous avez suivi. Ça vous dit quoi finalement? Parce que souvent nous voyons avec les aventures à l'est du pays. Alors, lorsque nous avons des dossiers comme ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions quand même. Non, c'est pas à se poser beaucoup de questions. À l'époque, Mobutu nous a rappelé une histoire. Il dit qu'il y avait un blanc qui s'autoproclamait président de la République à l'Est et filmé aussi par des médias internationaux. Donc moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Simplement, c'est que nous devons savoir que gérer, c'est prendre tout le monde en charge. Donc quand vous gérez, vous devez savoir qui fait quoi, où. Il faut que l'autorité de l'État règne partout, dans chaque territoire. Déjà, posons que c'est vrai. Parce qu'il faut établir encore les faits si c'est réellement c'est vrai ou faux. On attend. Posons que c'est vrai. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une rébellion qu'il est en train de former. Merci. La société civile, dans son ensemble, a déposé son rapport de l'amélioration du budget de l'État pour l'exercice 2015 au bureau de l'Ecofin du Sénat ce samedi 29 novembre 2014. Alain Oka était là. Voilà, suivons. La société civile de la République démocratique du Congo, conduite par le réseau Gouvernance économique et démocratie, a procédé au dépôt de son rapport d'analyse du budget 2015 à la Commission économie, finances et bonne gouvernance du Sénat. Dans ces rapports, la société civile demande à la Chambre haute du Parlement de revoir à la hausse le budget 2015 déposé à l'Assemblée nationale. Pour améliorer ces budgets, la société civile, dans ses résolutions, a ciblé quelques secteurs clés de la vie nationale, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture, les développements ruraux, la police nationale de proximité, ainsi que d'autres secteurs, a expliqué le chef de la délégation de la société civile, le bishop Abraham Djamba. La participation citoyenne aux étapes du processus budgétaire, comme vous avez eu à nous accompagner au niveau de l'Ecofin de l'Assemblée nationale, nous sommes venus faire aussi la même démarche. En fait, c'est la même démarche, ça n'a pas changé. Nous avons une seule analyse que nous avons produite, l'analyse budgétaire du projet de loi des finances 2015. Et donc, après que l'Assemblée nationale ait reçu notre analyse budgétaire, nous avons voulu un peu évaluer le niveau de prise en compte des recommandations que nous avions formulées pour les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, les secteurs des ressources humaines, les secteurs de la sécurité en termes de la réforme et ce qui nous intéresse, c'est la police de proximité. Et donc, nous avons eu deuxième document. Et dans ce deuxième document, nous avons trouvé que le niveau de prise en compte au niveau de la encore pour insister auprès de l'Ecofin Sénat pour voir si il est possible de pouvoir donc améliorer plus spécialement le budget de la santé qui est retombé presque à la moitié de ce qu'il représentait en 2014 et aussi le budget pour la réforme de la police, particulièrement en faveur de la police de proximité. La société civile, dans le cadre de sa participation citoyenne à la Res Publica, travaille en collaboration avec le projet Finance, Transparence au Congo, l'USAID, la Banque mondiale, ainsi que le gouvernement congolais. C'est déjà demain, ingénieur Nsing Pouloulou, que le nouveau secrétaire général de la francophonie sera connu en remplacement bien sûr d'Abdou Diouf, qui a montré ses preuves, parce que vous avez suivi les différents discours, hein, il fallait l'encourager, saluer son travail. Donc c'est déjà demain, la clôture et également le choix ou le vote du nouveau secrétaire général de la francophonie. Et en même temps, le chef de l'État, Joseph Kabila, qui tenait encore le flambeau de la présidence de cette organisation, lui également cédera au président Macky Sall, président sénégalais. Voilà, ça c'est la cérémonie qui va clôturer quand même le 15e sommet de la francophonie demain au Sénégal.
ce qui est à retenir, ce qui est à applaudir, ce qui est à se féliciter, actuellement nous avons un président qui a assumé beaucoup de fonctions en Afrique. Le président de la République, Joseph Kabila, a assumé beaucoup de fonctions en Afrique. Et récemment, le président de la francophonie. Donc, ça signifie que le président de la République, Joseph Kabila, a suffisamment la compréhension de l'Afrique. Il a suffisamment la maîtrise de la gestion de l'Afrique. Et des réalités du monde également. Des réalités du monde. Et connaissant aussi la grandeur d'esprit de son Excellence Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je crois qu'il reste vraiment une bibliothèque à consulter. Bibliothèque, mais quand vous avez suivi les discours, surtout en rapport avec la révision conditionnelle, le regard se vers la République démocratique du Congo, la République du Congo également. Mais alors, c'est à lui de prouver maintenant qu'il a assumé autant de fonctions, il a compris le fonctionnement du pays et également du monde. Vous savez, le chef de l'État congolais de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, depuis le 20 février 2006, il n'a jamais changé son discours. Il avait dit que la constitution de la République démocratique du Congo est révisable. Mais cette révision, je peux vous lire ça, je vais l'extrait de son discours. Parce que là, nous l'a fait très rapidement alors. Il dit ceci. Le président de la République dit, c'était le jour de la promulgation de la constitution de la République. C'est pourquoi les chefs signent et persistent sur la constitution elle-même qui prévoit la procédure de révision. Et cette révision qui ne peut cependant remettre en cause la forme républicaine de l'État, les principes de chiffrage universel, là il est dans le respect de l'article 220. Oui, la forme de représentation du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Et le chef de l'État est allé plus loin. On est à la fin. Il dit, cette constitution vient de franchir, la République démocratique du Congo vient de franchir une étape déterminante dans sa marche vers la normalisation et la résolution de l'éternel problème de la légitimité du pouvoir. Voilà, et je lui ai suivi aujourd'hui. Il est parti dans le même sens de la paix, la démocratie et le développement. Voilà. Donc il n'a pas changé son discours. Je connais bien les chefs de l'État. Un message clair. Alors, ingénieur Nsingi Pouloulou, nous vous remercions pour avoir accepté alors répondre à notre appel ce soir. Oui, je vous remercie. Ce que je vais demander à tout le monde, partout où vous avez les portions du pouvoir, pensez du bien pour les peuples congolais, faites du bien pour l'intérêt du peuple congolais et parlez du bien pour l'intérêt du peuple congolais. C'est par là que nous mettons un terme à notre journal de ce samedi 29 novembre 2014. Merci. Nous nous retrouvons encore demain, cette fois-là dans le cadre du journal rétrospectif également, parce que ça coïncide avec la clôture du 15e sommet de la francophonie. Nous pensons que vous ne serez jamais déçus. Au revoir et à demain.